merci, c'est bon. J'ai la confirmation que tout le monde nous entend, d'accord? Donc, sans plus tarder, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes désolés par rapport aux quelques minutes de retard que nous avons accusés pour lancer le webinaire, mais comme vous savez, parfois il y a des problèmes techniques et on doit faire avec, malheureusement. Donc, voilà. Je suis Fatoumata Sira Diallo, je suis la présidente de la Fondation Aide, Ensemble pour le développement. La Fondation Aide a pour objectif de combattre la pauvreté par le renforcement des capacités des organisations, des individus et des institutions. Nous visons à construire et à encourager l'entraide, la coopération et le dialogue. Nous visons également à créer une dynamique qui favorise une synergie entre acteurs et également à développer un leadership stratégique pour discuter d'un certain nombre de préoccupations et d'un certain nombre de questions qui nous préoccupent tous. Et c'est la raison de ce débat d'aujourd'hui. Donc, je suis votre hôtesse, votre modératrice, et sur ce webinaire portant sur la nature et la portée de la Constitution en Afrique. Donc, je voudrais, au nom de la Fondation, au nom des panélistes qui m'entourent et à mon nom personnel, vous souhaiter la bienvenue. J'en profite également pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais aborder deux questions importantes. D'abord, j'aimerais présenter les panélistes qui vont m'accompagner durant ce webinaire, mais également énoncer quelques règles pour faciliter le bon déroulement de ce webinaire. Pour les panélistes, je dirais qu'il n'a pas été facile de les avoir tous les trois. Ça n'a pas été aisé parce qu'ils ont un agenda très chargé. Mais compte tenu de l'importance de la question qui nous réunit aujourd'hui, ils ont accepté d'arranger leur agenda si chargé et d'être présents. Mais je dirais également que le fait que nous soyons des collègues de longue date, mais également des amis, a longuement pesé sur la balance. Donc, merci, monsieur. Et donc, c'est un honneur et un grand plaisir d'accueillir Dr Mathurin Unyingpo. Dr Unyingpo est chercheur indépendant, voilà, et grand spécialiste des questions de gouvernance démocratique, de la réforme du secteur de la sécurité et de la stratégie de sécurité nationale. Il a beaucoup travaillé pour le CESA, le Centre d'études stratégiques pour l'Afrique, du département de la défense des États-Unis, et accompagné de nombreux pays africains dans le développement de leur stratégie nationale. Également, il a écrit de nombreux ouvrages. Donc, bienvenue, Dr Unyingpo. J'ai M. Ibrahim Magnan. Merci, Dr Diallo. M. Ibrahim Magnan, levez la main pour que tout le monde vous voit. La main, merci. Il est expert en droit et pratique parlementaire. Il maîtrise les constitutions nationales de nombreux pays sur le bout des doigts. Il a longuement travaillé avec le programme des Nations Unies pour le développement en RDC et il intervient également en collaboration avec l'Union interparlementaire dans de nombreux pays. Bienvenue, Monsieur Nian. Et finalement, Dr Christopher Fumonio. C'est le directeur Afrique du NDI, le National Democratic Institute for International Affairs. Il est également défenseur des droits citoyens et politologue. En fait, Dr Fumonio n'a pas besoin d'introduction particulière. Je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent déjà. On le retrouve sur de nombreux fronts prônant la démocratie et la bonne gouvernance. Bienvenue, Dr Fumonio. Merci, Dr Diallo. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup et je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Donc, merci d'avoir répondu à cet appel. Donc, avant de lancer le débat, j'aimerais juste revenir sur quelques questions, sur quelques règles pour la conduite de ce webinaire. J'aimerais préciser que c'est un webinaire qui va durer 1h30 minutes. Environ 45 minutes sont allouées aux intervenants de la part des panélistes. Une période de 30 minutes est allouée aux questions-réponses. J'aimerais préciser ici aux participants qu'ils n'ont pas besoin d'attendre cette période pour lancer leurs questions. Ils peuvent à tout moment, grâce au chat, là où ils voient en bas de leur écran, questions et réponses, envoyer déjà leurs questions. Et j'aimerais également les inviter à préciser leur pays en posant la question. À la fin, j'aimerais passer un court sondage pour recueillir les avis des participants. Mais je vous précise que ce sondage est anonyme. Finalement, j'aimerais vous assurer que nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour faire de ce webinaire une
une bonne, je dirais, une bonne aventure. Mais comme vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un couac, un problème technique. Mais j'aimerais vous inviter à rester patient et à rester avec nous. Donc voilà, ce premier webinaire, comme je l'ai indiqué au début, porte sur la nature et la portée de la Constitution en Afrique. C'est un sujet qui est capital, non seulement pour la Fondation Aide, mais également pour les panélistes qui sont aujourd'hui ici avec moi, mais également pour vous les participants. Et c'est pour ça que vous avez répondu et que vous vous êtes inscrits à ce webinaire. C'est un sujet qui n'est pas anodin compte tenu de tout ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité sur notre continent. Donc, est-il nécessaire de rappeler que le processus de transition démocratique du début des années 90, marqué par les conférences nationales, particulièrement en Afrique de l'Ouest, a été une tentative réussie, je dirais, pour amorcer un changement du système politique pour sortir nos pays de la dictature. En effet, durant les années qui ont suivi, cela a permis à de nombreux pays d'instaurer le multipartisme et de renforcer leur système démocratique. Ainsi, l'institutionnalisation des limitations de mandat, clairement définies dans les nouvelles constitutions, a constitué de ce fait une part majeure de ce processus. Malheureusement, dernièrement, il y a une vague de crise sociopolitique qui a déstabilisé l'Afrique et détérioré la qualité de la démocratie, portant une atteinte aux libertés fondamentales et au contrat social liant gouvernant et gouverné. J'insiste sur ce point-là, gouvernant et gouverné, parce qu'il est important de savoir, on se pose la question aujourd'hui, quelle est l'utilité de la Constitution dans les pays africains? Surtout que les récentes modifications constitutionnelles dans certains pays ont ramené la question des 3e, 4e et plus des mandats à l'ordre du jour. Donc, sans plus tarder, je voudrais me tourner vers Dr Christopher Fumonio pour lui demander de me faire l'état des lieux et savoir quelle est votre évaluation de la situation sur le continent. Dr Fumonio, à vous. Merci beaucoup, Dr Diallo, pour cette introduction et le mot de bienvenue. Et vraiment, je tiens d'abord à vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise pour organiser ce webinaire, parce que le sujet est d'actualité, c'est un sujet capital, et je me réjouis du fait que les têtes pensantes africaines se sont saisies de ce dossier pour en faire vraiment l'objet des débats, de questionnements, et d'envisager ensemble comment nous pouvons contribuer à la consolidation de la démocratie sur le continent, au respect des constitutions et des règles du jeu, pour que le processus de gouvernance ne soit pas l'objet de violences et de conflits perpétuels. Exactement. Ce sujet est vraiment capital parce que, de un, ça va, le contexte actuel dans lequel on se retrouve avec une Afrique dont la démocratie est moins nantie aujourd'hui qu'il y a de cela 20 ans, ça pose problème. Et je le dis parce que justement, dans les années 90, au début des années 90, lorsque le continent a abordé la 3e vague de la démocratisation, nous avons réalisé beaucoup de succès, beaucoup de progrès, parce que c'est pendant cette période que la plupart des constitutions ont été revues et des nouvelles constitutions ont été adoptées dans l'esprit d'améliorer la participation citoyenne en matière de gouvernance. Oui. Des nouvelles constitutions qui ont créé des cadres propices pour l'alternance, les alternances au pouvoir, des constitutions qui ont favorisé le multipartisme et l'émergence de la société civile et des médias indépendants, ce qui a vraiment créé un lieu d'espoir au sein des populations africaines que finalement notre continent aussi s'était retrouvé sur la table des grandes démocraties et que dorénavant, les générations futures du continent vont hériter d'un continent démocratique, stable, en face avec son développement et en train de réunir tous ses atouts pour consolider la bonne gouvernance et le développement économique. Oui. Le sujet aussi est capital parce que
ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui va à contresens de ce que pensent beaucoup d'Africains. Et nous le voyons dans les sondages qui sont faits par des organisations fiables comme Afrobaromètre, Oui. mesure les attentes des populations africaines et qui, dans ces déclarations, dans ces publications, ont capté le fait que plus de 2/3 d'Africains, presque 70% d'Africains aspirent à des constitutions qui facilitent l'alternance au pouvoir, qui limitent le nombre de mandats présidentiels et qui œuvrent dans le sens de consolider la démocratie et favoriser le développement économique. Ce qui pose problème, c'est juste parce que nous sommes en train de vivre une période dans laquelle les avancées qu'on avait obtenues dans les années 90, les avancées qui pour nous étaient devenues comme des acquis, sont en train d'être mises en cause. Et c'est pour cela que dans beaucoup de pays, on a vu des modifications constitutionnelles qui sont allées dans le sens opposé et qui ont créé des conditions de conflit et de violence. Et c'est pour cela que vraiment le sujet d'actualité, il va falloir que les Africains s'y mêlent pour essayer de voir comment nous pouvons remettre les choses dans la bonne direction, dans la direction qu'espèrent la plupart de nos concitoyens. D'accord. Merci, Dr Fumonio. Vous êtes en plein dans les temps. Je vous avais accordé 5 minutes et vous avez fini même 40 secondes avant. Donc, merci. Et je passerai la parole à M. Niane. Quelle est votre réaction sur la même question? Je vous remercie, Dr Fatouma. Je voudrais d'abord me réjouir de l'invitation adressée à moi, mais vous féliciter aussi d'avoir eu le courage d'organiser ce webinaire. Ceci étant, pour répondre précisément à votre question, je salue au passage mes copanélistes, Dr Christopher et Dr Mathurin, ainsi que tous les participants. Je suis du Sénégal, comme vous l'avez dit, je crois, dans la présentation. Alors, par rapport à votre question, ce que je peux dire, c'est que depuis les indépendances jusqu'un peu avant le discours de la Baule, si on peut schématiser, on peut dire que les présidents de la République en exercice, c'était presque des rois. C'est des régimes présidentialistes forts en général, où le pouvoir est concentré entre les mains du président de la République. Et la dévolution du pouvoir se faisait généralement de 3 manières. Soit il y a eu putsch, le dirigeant quitté, soit il y a eu décès, soit il y a eu dévolution. Je ne dis pas héréditaire, mais orienté. Vous savez, quand je dis orienté, jusqu'à présent, vous avez des pays qui sont actuellement en compétition électorale. Vous savez que chaque fois que le président en exercice choisit un dauphin, s'il ne peut pas choisir son fils ou son neveu, il donne carrément à son ami ou à quelqu'un, en tout cas, qui va assurer la succession et qui bénéficie des moyens de l'État. Vous avez le cas de la Mauritanie tout de suite, vous avez le cas du Niger, pour ne citer que ces deux pays. Là. Et à partir du discours de la Baule prononcé par le président François Mitterrand, je peux donner des exemples d'évolution, comme le cas d'Aïdjo au Sénégal, au Cameroun, mais aussi le cas d'Abdou Diouf au Sénégal, en passant par l'ancien article 35 de la Constitution. Voilà. Bien que pour le cas d'Aïdjo, c'est pour des raisons de santé. Donc, à partir du discours de la Baule, prononcé par le président François Mitterrand, c'était en quelque sorte une marche forcée vers la démocratie. On vous dit plus de démocratie pour bénéficier de plus d'aide. Cette marche forcée a grandement provoqué donc un apaisement, en tout cas, de la scène politique. Cela s'est traduit par l'organisation des dialogues nationaux. Vous avez les conférences nationales, certains disent dialogue national. Vous avez des révisions consolidantes, ce que le professeur Ismaël Madior Fall appelle révisions consolidantes. Ce sont des révisions qui augmentent l'état de droit, qui augmentent peut-être la participation des citoyens,
qui augmente en quelque sorte plus de participation de l'opposition, en tout cas, un pouvoir un peu plus exclusif, inclusif par rapport au passé. Donc, on a assisté, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Christopher, à des révisions de la Constitution qui limitent les mandats, qui instaurent le multipartisme. Mais moi, je dis, il ne faut pas se limiter simplement à la Constitution. Cela a eu comme conséquence de rendre le Parlement en quelque sorte plus animé, plus dynamique en quelque sorte. On a assisté à des changements au niveau des règlements intérieurs des assemblées. Et on a assisté aussi à une réforme des codes électoraux. Tout ça, c'est le discours de la Bolle qu'il a fait. Donc, il ne faut pas seulement se limiter à la Constitution. Donc, une promotion d'une plus grande vitalité du Parlement. Donc, moins de censure des débats et comme ça. Mais, comme l'a dit le docteur Christopher, à partir de 1990, nous avons assisté à une rechute sur le chemin de la consolidation de la démocratie, parce que aussi c'est un long chemin. Vous l'avez vu, une très grande puissance que je ne veux pas citer, vous avez vu ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est une œuvre de construction quotidienne, c'est toujours qu'il faut s'attacher à construire cette démocratie. Et donc, s'il y a rechute, c'est qu'on a introduit des révisions déconsolidantes. Et ça continue jusqu'à nos jours. Donc, ça s'est traduit par une production législative aussi personnalisée, donc avec des logiques comme de conservation ou d'accaparement du pouvoir, des fois en combattant même ou en excluant des adversaires par le canal, par exemple, des cautions élevées, du parrainage, des procès politiques, voilà. C'est vrai qu'on a réussi des exemples d'alternance régulière avec sans atermoiement. On peut citer le cas du Cap-Vert, qui est un petit pays, mais qui, des fois, vous avez des élections où la différence entre les deux candidats est à peine de 10 voix. Donc, il y a eu le cas du Sénégal, mais j'aimerais insister un peu, c'est mon pays. On dit que c'est une grande démocratie, c'est vrai, mais le président Abdou Diouf, autant en 91, il avait procédé aux limitations du mandat, du nombre de mandats et de la durée, autant en 98, il est revenu là-dessus. L'argument choc, c'était que quand vous êtes à votre dernier mandat, les gens ne vous respectent plus, on dit que vous êtes en train de partir. Et donc, il y a eu cette révision déconsolidante où le mandat était devenu illimité et dans sa durée et quant au nombre de mandats. Mais Abdou Diouf a eu la sagesse, l'intelligence, la sagesse d'abord de reconnaître sa défaite et la courtoisie, l'élégance d'appeler quand même son challenger et pour lui dire félicitations, je sais que vous avez gagné et je vous félicite. Donc, ce que je peux dire, il y a d'autres pays comme le Bénin, la Zambie, la Tanzanie et d'autres en tout cas qui ont réussi quand même à faire des alternances apaisées. Peut-être on en viendra un peu plus loin. Il y a des moments où c'est l'armée même qui a joué, mais de manière discrète pour faire quand même quelques signaux au tenant du pouvoir pour leur dire attention, vous avez perdu et accepté. Le Sénégal a eu la chance d'avoir deux généraux, l'un à l'ONU, l'Office national des élections, et l'autre comme ministre de l'Intérieur, c'était des généraux à la retraite, mais quand même très diplomates, et le président Abdou Diouf avait bien accepté. Alors, c'est ce que je peux dire pour compléter le docteur. Merci, M. Niane. On aura l'occasion de revenir sur ce point-là. Et sans plus tarder, je passe la parole au docteur Mathurin Onipo. Quelle est votre lecture de la situation? Oui, merci, docteur Diallo. Et d'abord, je voudrais aussi me joindre aux co-panélistes et vous remercier pour le travail que vous abattez avec votre fondation. Je voudrais aussi vraiment remercier mes co-panélistes pour avoir déblayé le terrain, pour avoir planté le décor. Le docteur Fumuyo, naturellement, de par sa position, a fait un résumé excellent de la situation. Et M. Niane est venu compléter de façon extraordinaire. Moi, ce que je voudrais d'entrée, c'est de rappeler que malgré les avancées dont a parlé le docteur Fumuyo et les régressions qu'on observe aujourd'hui, il y a quand même quelques résistances, il y a quand même quelques rares pays qui continuent quand même de rester sur la trajectoire démocratique.
je voudrais d'entrée préciser qu'on ne met pas tous les pays ensemble dans le même panier. Oui. Il y a des pays comme le Niger qui, par exemple, je crois que c'est important de le rappeler, a fait des efforts à résister et de ne pas aller dans la voie d'autres pays. Cela dit, quand on parle de la nature et de la portée de la Constitution en Afrique, il est important aussi, et comme je ne veux pas retourner sur ce que mes collègues ont dit, en effet, je voudrais rappeler les problèmes que rencontre cette fameuse division du travail et qui est censée se produire entre les trois branches du pouvoir. Donc, voilà le tout premier point. Quand on parle du pouvoir, les trois branches du pouvoir, savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire en Afrique. Quelle est la nature, quel est l'équilibre, qui nomme quoi? Est-ce que leur rôle et leurs responsabilités, ces pouvoirs en sont conscients? Je ne suis pas très sûr. Bon, maintenant, le deuxième point, et c'est peut-être par là que je devais peut-être commencer, j'aurais dû commencer, c'est que quand vous partez de l'état de nature à la vie en société, il faut nécessairement des règles. Il faut des accords sur un ensemble de règles, de principes censés gérer la société. Alors, donc, c'est cette gouvernance dans toute société qui a demandé l'imposition de ce que Jean-Jacques Rousseau a appelé le contrat social, quelque part. Et quand vous parlez de contrat social, naturellement, vous parlez des obligations et vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Et je crois que pendant longtemps, et quand vous prenez l'Afrique traditionnelle, parce que moi j'aime retourner dans l'Afrique traditionnelle, même dans les monarchies, vous avez les chefferies, vous avez les monarchies, vous prenez les empires, alors qu'on est effectivement dans des monarchies, il y a quand même un minimum, il y a toujours eu un minimum. Il y avait un ensemble de dispositions pour empêcher le monarque de faire comme bon lui semblait, même dans l'Afrique traditionnelle. Malheureusement, avec la colonisation, on a perdu cette capacité de nous gérer en reconnaissant les droits des minorités et autres. Et après, avec les indépendances, malheureusement, il s'est fait que nos dirigeants ont simplement mis de côté ce que c'est que le peuple. Et le débat que nous menons, à mon avis, repose ce principe-là même. Quels sont les rapports entre dirigeants et dirigés? Et docteur Diallo, vous avez fait allusion à cela d'entrée. C'est de ça que nous parlons en réalité. Parce que moi, j'observe un certain mépris. Un mépris du peuple depuis un certain temps. C'est au nom du peuple qu'on prend le pouvoir. C'est le peuple qui a voté pour vous, en guillemets. Mais une fois qu'on est au pouvoir, c'est comme si le peuple ne mérite plus, le peuple n'a plus la légitimité. Or, en réalité, le pouvoir, c'est à travers la légitimité du peuple. C'est le peuple qui vous donne le pouvoir que vous êtes censé conserver, garder pendant un certain temps, selon, une fois encore, la Constitution. Il y a des règles établies qui vous ont permis d'accéder au pouvoir. Malheureusement, une fois au pouvoir, la plupart des dirigeants africains, une fois au pouvoir, ignorent et veulent même tordre le cou à l'ensemble des règles qui leur a permis d'aller au pouvoir. Et je crois que c'est ça le problème que nous avons, si bien qu'aujourd'hui, quand on va sur le continent, on a l'impression, et certains ont estimé que l'Afrique n'était pas mieux pour la démocratie à un moment donné, et ça a causé un tollé général que je peux comprendre. Mais en réalité, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si ceux qui avaient dit ça n'avaient pas raison. Sinon, avec tous les progrès qu'on a eu au début, tout l'enthousiasme, et je faisais partie de ceux qui croyaient que vraiment il y avait, disons, un nouveau départ. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que, bon, et comme l'a dit M. Nian, c'était une marche forcée. Et on ne peut pas forcer un peuple vers un certain destin. Il faut que le peuple se crée son propre destin et qu'ensemble, il y va. Alors donc, au bas mot, quand on fait l'état des lieux aujourd'hui, je crois qu'il y a 3 catégories de pays africains, moi je vais dire. Il y a ceux qui ont choisi de tordre le cou. Il y a ceux d'abord qui n'ont jamais vraiment
démocratisés, ne se sont jamais démocratisés en réalité. Et on fait semblant peut-être. Il y a d'autres qui au début ont dit, voilà, oui, nous on a voulu, mais se sont rendus compte rapidement que non, cette voie ne leur convenait pas pour plusieurs raisons. Et il y a heureusement, et c'est moi, c'est ça qui me donne un peu de courage, ceux qui résistent encore, qui disent oui, c'est vrai, la démocratie, ce n'est pas un fleuve tranquille, il y a des obstacles, mais il n'y a pas d'alternative. Et comme l'a dit Churchill, c'est le système, c'est-à-dire le pire des systèmes, sauf qu'on n'a pas trouvé encore un autre pour le remplacer, la démocratie. Donc voilà, Obama, ce que j'avais à dire pour le moment, et je vous remercie. D'accord, merci messieurs pour votre intervention à cette première question. Je suis bien d'accord par rapport à tout ce que vous avez dit pour déblayer le terrain. Effectivement, pour certains pays, comme l'a rappelé Dr Ounimpo, il y a eu une marche forcée vers la démocratie. Il y a certains qui se sont engagés tout en n'étant pas tout à fait réellement engagés, tout en n'étant pas sincères. Mais le plus important, c'est de savoir aujourd'hui qu'il y a ce problème de contrat social. Parce que, comme l'a rappelé également, comme vous l'avez rappelé tous les trois, il y a des règles à respecter. Donc, on ne peut pas poursuivre à gérer une société qui vous a donné suffisamment de confiance, qui vous a engagé à assurer des fonctions suprêmes, et ensuite, on oublie qu'on a des comptes à rendre et on s'engage comme si on était tout sur le pouvoir, et finalement, on se demande ceux qui changent les constitutions selon leur bonne volonté, ils sont là pour se servir ou bien ils sont là pour servir les peuples. Et qu'en est-il des règles qui existent au sein de ces sociétés-là? Non seulement au sein des constitutions qui préconisent qu'il y a des règles qui sont établies pour amorcer tout changement constitutionnel, mais également au sein des institutions, que ce soit des institutions régionales comme la CEDEAO ou bien que ce soit l'Union africaine au niveau continental. Effectivement, je n'ai pas besoin de rappeler que les changements constitutionnels continuent aujourd'hui de représenter un défi majeur de gouvernance. Et on se demande quel est aujourd'hui le rôle de la communauté internationale, notamment la CEDEAO, mais également de l'Union africaine, parce que toutes ces institutions-là ont quand même mis en place des mécanismes pour... Attendez, excusez-moi, il est symptomatique, d'accord. Je reviendrai, j'ai un commentaire. Mais toutes ces institutions-là ont mis en place des mécanismes justement pour contrôler et empêcher les constitutions antidémocratiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, par exemple, au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, ou bien la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance? Pourquoi toutes ces institutions-là assistent à ces changements anticonstitutionnels, mais gardent les yeux fermés? Alors que si on prend par exemple les coups d'État militaires, aujourd'hui, ce sont des actions qui ne sont plus tolérées, par exemple au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ni au sein de l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport aux constitutions? Pourquoi il n'y a aucune réaction? Monsieur Nian, je vous passe la parole. Je vous remercie, Dr Fatouma. La question est très pertinente et elle est toujours d'actualité. Il faut dire, d'emblée, je vous dis, c'est moins un problème de constitution qu'un problème d'hommes. Ce sont les animateurs. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes et les femmes qui les animent. Les gens ont l'habitude d'incriminer la Constitution. C'est vrai, des fois, vous avez parmi les causes des problèmes de légistique, c'est-à-dire d'écriture de certains articles de la Constitution. Je taquine la légistique, j'en sais quelque chose, des fois un point-virgule peut vous induire à plusieurs choses. Mais pour ne pas trop m'appesantir là-dessus, je dirais comme Gérard Lietuvaux qu'il y a ce qu'il appelle la fraude à la Constitution. C'est-à-dire que les gouvernants qui sont au pouvoir se permettent de respecter la lettre de la Constitution tout en violant son esprit. C'est fait exprès. Au contraire, ils utilisent cette lettre pour mieux violer l'esprit de la Constitution. Il y a quelqu'un d'autre, Maurice Kamto, qui lui fait écho, qui dit qu'il y a des révisions constitutionnelles qui sont en réalité
plus qu'une révision, il s'agit de mettre en œuvre une nouvelle constitution. Vous voyez, donc ce sont les hommes qui animent les institutions qui vont qui pose problème. Alors, je prends l'exemple juste, vous avez parlé de l'implication des organisations internationales. Je prends juste l'exemple de la CEDEAO. Moi, je serai avec la CEDEAO à travers quelques exemples. Si je prends les exemples les plus récents, le cas de la Gambie, quand celui qui était au pouvoir a accepté sa défaite, puis il s'est régné, la CEDEAO est venue en force jusqu'à utiliser la force. Vous savez, en droit international, quand on fait usage de la force, ça veut dire que vraiment, on a épuisé tout ce que la diplomatie pouvait permettre de régler. Et donc, elle a joué le jeu et celui qui a gagné a été rétabli. En Guinée-Bissau. Ok, je crois qu'on a un petit problème technique avec M. Niang. D'accord. En attendant que M. Niang revienne, je vais voir s'il va revenir tout de suite. La Cour vous a enjoint de le faire, la Cour constitutionnelle, ce qui a été fait à plusieurs reprises. Et donc, finalement, la CEDEAO a fait preuve de réalisme politique quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas se sortir de cette ornière. Quand je prends l'exemple de la Guinée-Conakry, ce problème s'est posé au moment du processus. On dit qu'il ne peut pas changer les règles du jeu après 6 mois avant les élections. La CEDEAO s'est impliquée, elle a fait observer ça. Mais la CEDEAO est restée sur le plan formel. Elle dit qu'en ce qui concerne le référendum qui a conduit à l'adoption d'une nouvelle constitution, les peuples sont souverains d'adopter les constitutions qu'ils veulent, de changer leur constitution ou de promouvoir une nouvelle constitution. Là, la CEDEAO est désarmée. Si on part avec ce qui s'est passé au Mali, on est passé d'une position maximaliste où la CEDEAO a voulu rétablir la légalité constitutionnelle, l'ordre constitutionnel, mais c'était un coup d'État civil, ce n'est pas un coup d'État militaire en réalité, et c'est l'armée qui a parachevé le coup d'État civil. Quand elle a vu que ce n'était pas possible, quand même, elle s'est impliquée jusqu'à ce qu'elle a obtenu quelque chose d'assez consistant, c'est-à-dire faire en sorte que la transition ne soit pas dirigée par des militaires en exercice, mais plutôt par des civils. Donc, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que moi, je juge la CEDEAO sur d'autres arrêts, par exemple, qui se sont passés chez moi. Quand un candidat à la présidentielle s'est présenté et qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, en fait, à partir d'un problème de procédure judiciaire, la CEDEAO a condamné l'État du Sénégal, je le dis, c'est mon pays, pour dire que les droits de tels candidats ont été violés et que si on ne les avait pas violés, il aurait pu être candidat, il aurait pu avoir une candidature valable. Donc, vraiment, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un syndicat de chefs d'État, mais c'est des techniciens, c'est des juristes vraiment pur jus qui sont là-bas, qui font leur travail de technicien. Et n'oublions pas que le droit n'est qu'une béquille, c'est une béquille. Le droit ne doit pas ignorer, la sociologie ne doit pas ignorer exactement ce qui se passe. En dehors des problèmes de logistique, je crois qu'il y a un déficit de culture démocratique des dirigeants. Mais c'est surtout ce qu'a dit, je crois que c'est le docteur Mathurin qui l'a dit, il y a un problème d'adaptabilité des modèles et principes universels de la démocratie au milieu culturel transposé. Est-ce que nous n'avions pas une démocratie en Afrique avant le discours de la boule, avant cette constitution? Il en a parlé. Même si vous regardez nos confréries religieuses, comment elles font, vous avez l'impression que c'est le chef qui décrète, mais en réalité, en tout cas, ce que je vois dans mon pays, ce qu'il décrète n'est que le fruit d'un consensus obtenu à partir de la consultation des leaders d'opinion. Et donc, ceci le renforce, il n'est qu'un porte-parole en quelque sorte. Il n'est qu'un porte-parole. Et plus tard, quand nous engagerons la discussion, je me permettrai quand même d'essayer de faire quelques propositions, même si elles sont difficiles à mettre en œuvre. Voici ce que je peux dire en ce qui concerne l'implication vraiment des organismes internationaux dans le cadre des élections. D'accord, mais vous avez bien réagi par rapport à la CEDEAO, mais vous n'avez rien dit par rapport à l'Union africaine. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine, malgré le protocole qui existe, malgré la charte
sur les élections, elle ne devrait pas faire mieux que ce qu'elle est en train de faire. Je ne l'ai pas senti. Honnêtement, je ne l'ai pas senti. Non, c'est juste une minute de réaction avant que je passe la parole au docteur Matt. J'avoue, franchement, je n'ai pas senti l'Union africaine dans ces crises électorales. Je ne l'ai pas vraiment senti comme j'ai senti la CEDEAO. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'ai pas senti. Je ne l'ai pas senti. Peut-être la proximité sous-régionale fait que les organisations sous-régionales sont plus aptes à régler les problèmes sous-régionaux. L'Union africaine, c'est un peu peut-être déjà un peu loin, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas senti en tant qu'instance suprême, en tout cas au niveau africain, qui devrait vraiment contribuer à la restauration de la bonne gouvernance. D'accord, merci M. Niane. Docteur Mathurin, quel est votre avis? Merci. Voilà, merci Dr Diallo. Et je crois qu'avant de parler des communautés économiques régionales ou bien de l'Union africaine elle-même, il faudrait déjà rappeler que le problème que nous posons, en fait, c'est l'expression même de la perte de la sacralité de la Constitution, c'est-à-dire que de la loi fondamentale. Le caractère sacré que ce document a toujours eu, même dans l'Afrique, où il n'y avait pas l'écriture, les gens avaient un ensemble, s'entendaient sur un ensemble de lois. Et c'est ce phénomène qui est en train de disparaître malheureusement au vu au-dessus de nous tous. Et avant de continuer même, c'est en 2016, septembre 2016, que Antoine Glaser disait que l'Afrique n'a pas attendu la déclaration des droits de l'homme pour faire évoluer son système de gouvernance. Même dans un village traditionnel, le chef de village ne faisait pas ce qu'il voulait et devait tenir compte des avis du Conseil des anciens. Très franchement, les Africains avaient sans doute beaucoup plus droit à la parole dans l'Afrique précoloniale qu'ils ne l'ont eu sous les dictateurs adoubés par l'Occident pendant la guerre froide. Il continue pour dire que ce n'est pas à l'homme de la Tour Eiffel que les palabres ont été inventées. Alors, concrètement, je veux dire quoi? Le système qu'il y avait dans l'Afrique traditionnelle, je crois qu'il va falloir qu'on essaie de... Ce n'est pas pour vraiment romanticiser l'Afrique traditionnelle en tant que telle, mais on est en train de sortir de la route, moi j'ai l'impression. Alors maintenant, pour revenir aux structures régionales, sous-régionales ou continentales, en réalité, le problème, et M. Niane l'a évoqué, quand vous rentrez dans la théorie des organisations internationales ou des organisations sous-régionales et autres, tout ensemble est à l'image de ses composantes. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de la CEDEAO sans parler des pays membres de la CEDEAO à l'intérieur de chaque pays, ce qui se passe. Et quand ils se retrouvent entre eux, en réalité, il s'agit, je ne veux pas dire un syndicat de malfaiteurs, ce serait trop fort, mais en fait, c'est un groupe d'individus Problème de connexion. D'accord, je vais profiter. Est-ce que vous autres, vous m'entendez? Docteur Fomonio et Docteur Niane, vous êtes là?